Bonjour, donc c'est moi à nouveau, Philippe Léris, guide conférencier, encore aujourd'hui en confinement dans la région bordelaise. J'espère que vous-même êtes toujours en pleine forme. Je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de notre histoire de la quarantaine dans le Bordelais. Vous vous rappelez le lazaret de Trompeloup, en bordure de l'estuaire, à la limite des communes de Pauillac et Saint-Estèphe. Sa construction a commencé en 1822 et a duré plusieurs années, avec un ensemble de bâtiments destinés à garder en quarantaine les passagers, les équipages et les marchandises des bateaux susceptibles d'être contaminés. La durée du confinement tenait compte du temps déjà passé en mer avant d'arriver dans l'estuaire et pouvait donc varier de quelques jours à plusieurs semaines. Ce lazaret a vraiment protégé Bordeaux contre les épidémies. En 1831, une grave épidémie de choléra, en provenance d'Inde, se propage vers la Chine, mais aussi vers la Russie, vers la Pologne et jusqu'au port de la mer Baltique. Cette épidémie de choléra atteint Londres en février 1832 et Paris en mars 1832. Bilan: 18 000 morts à Paris, plus de 100 000 morts en France. Et à Bordeaux, les Bordelais pouvaient être très inquiets du fait de la venue dans le port, en plein centre-ville, de nombreux bateaux en provenance de la Baltique et de Londres. Et pourtant, Bordeaux n'a été affecté par le choléra qu'en août 1832, 6 mois après Londres, 5 mois après Paris. À partir du 15 août 1832, l'épidémie à Bordeaux est réelle et importante. Je cite: Depuis le 15 août, les journaux publient chaque jour les bulletins sanitaires de la ville avec le nombre des nouveaux cas et des décès dans les 24 heures. Mais quand même, Bordeaux a été relativement épargné, avec un total de 380 morts en 2 vagues. Pourquoi? Eh bien, dès l'annonce de l'épidémie, en février 1831, le trafic maritime a été soumis à des mesures de police sanitaire. Les bateaux entrant dans l'estuaire étaient immobilisés dans la rade de Trompeloup, où ils subissaient un contrôle sanitaire, avec si nécessaire, mise en quarantaine sur le bateau ou dans le lazaret. Ces contrôles ont protégé la ville de Bordeaux, ou du moins ils ont ralenti la progression de cette épidémie et son intensité. Autre atout qui a joué favorablement pour Bordeaux, c'est l'utilisation à plein, pour cette épidémie, du tout nouvel hôpital Saint-André. Cet hôpital a été terminé en 1829 et conçu suivant les principes hygiénistes les plus récents par l'architecte Jean Burguet. Les adductions d'eau et les assainissements sont modernes. Et surtout, vous le voyez sur ce plan, on a des grandes cours arborées et des circulations très larges qui séparent les unités médicales de façon à bien isoler les malades et à éviter les contagions. En 1881, Louis Pasteur, pionnier de la vaccination, est venu dans ce lazaret pour étudier la fièvre jaune. Il est monté à bord d'un bateau en quarantaine dans la rade de Trompeloup pour examiner un marin atteint de cette maladie virale. Mais ce n'est qu'en 1932 qu'un vaccin contre le virus de la fièvre jaune sera mis au point par l'Institut Pasteur. Et après, vers 1860, on a commencé la construction du chemin de fer du Médoc, par tronçons successifs. En 1870, il atteint Pauillac et le quartier de Trompeloup. Cette voie ferrée a permis un développement du port de Pauillac, surtout après la construction en 1893 d'une gare maritime et du très grand appontement de Trompeloup, desservi par la voie ferrée. Les passagers, comme les marchandises, passent directement du train dans le bateau. Un peu plus tard, au tout début des années 1900, on construit un joli phare circulaire en maçonnerie sur la petite île de Trompeloup, qui n'est en fait qu'un vasar, un banc sableux, mobile et éphémère. À la même époque, entre 1900 et 1905, on a la construction de hauts fourneaux à Trompeloup. Dans le Médoc, on n'a sur place ni charbon, ni coke, ni minerai de fer. Et pourtant, on coule de la fonte.
Cette implantation d'une usine sidérurgique où l'on travaille des matières premières importées par bateau préfigure celle de Fos-sur-Mer et de Dunkerque, 70 ans plus tard. Ces hauts fourneaux ont fermé en 1922 et c'est exactement sur ce terrain, sur cette ancienne friche industrielle, qu'aura lieu pendant quelques années le fameux festival de musique reggae du Médoc, le Reggae Sun Ska Festival. Pendant la Première Guerre mondiale, le lazaret a été transformé en hôpital temporaire pour les soldats français. C'est un hôpital de 500 lits, géré par la Fondation Rothschild. Une autre partie de ce même lazaret est transformée en camp de prisonniers allemands, avec des baraquements et des tentes. Vous voyez ici les tentes des prisonniers allemands. Ici, les prisonniers allemands sortant du lazaret. Et là, vous voyez les prisonniers allemands arrivant sur l'appontement de Trompeloup. Il y avait donc des soldats français et des soldats allemands, mais à partir de 1917, il y a eu surtout des soldats américains, plus de 3000 marins de l'US Navy. Entre le lazaret et l'appontement de Trompeloup, en bordure de l'estuaire, ils installent leur campement, une base d'hydravion, un nouvel appontement et d'immenses bâtiments de montage et d'entretien des hydravions pour l'ensemble du théâtre européen. Vous voyez ici un atelier en cours de construction et à l'arrière-plan, le lazaret et ses grands arbres. Sur cette photo aérienne, vous voyez l'ensemble de la base et au fond, le lazaret. En août 1918, Franklin Roosevelt, alors secrétaire adjoint de l'US Navy, vient inspecter cette base. Il arrive en hydravion biplan et vous le voyez ici en costume cravate mais avec un casque d'aviateur comme le pilote, descendre de l'hydravion entouré de marins avec leurs bobs caractéristiques. Il inspecte la base, participe à des exercices de bombardement de cibles sous-marines par les hydravions et s'adresse aux marins. Il les félicite pour leur état d'esprit et pour leur réalisation. Il a alors 36 ans et ce n'est que 14 ans plus tard qu'il deviendra le fameux président des États-Unis avec 4 mandats successifs du New Deal jusqu'à Yalta. Et puis, à la fin de la guerre, sur ce même appontement de Trompeloup, vous voyez la foule des soldats américains qui sortent du train pour embarquer dans les bateaux qui vont les rapatrier aux États-Unis. Pendant l'entre-deux-guerres, ici en 1927, vous voyez le lazaret qui est utilisé comme colonie de vacances, avec les enfants de la colonie scolaire municipale de Bordeaux regroupés devant la chapelle. 10 ans plus tard, le lazaret accueillera des réfugiés républicains espagnols. 1931, à la place de la base américaine, on construit une raffinerie. C'est la raffinerie Jupiter qui deviendra ensuite la raffinerie Shell. Vous voyez ici un plan de 1938. En bas, la Gironde et l'appontement de Trompeloup. En haut, la voie ferrée du Médoc, avec son embranchement qui dessert l'appontement. À gauche, en pointillé, les voies qui desservaient les hauts fourneaux. Au centre, la raffinerie. Et à droite, le lazaret de Trompeloup. Cette raffinerie a été très durement touchée par des bombardements aériens alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le lazaret, très proche de la raffinerie, a souffert lui aussi de ces bombardements. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a reconstruit la raffinerie, mais on n'a pas reconstruit le lazaret. Cette grande raffinerie Shell de Pauillac a été fermée vers 1985 et elle a été démolie, tout comme le village des maisons du personnel. Il ne reste aujourd'hui que des grandes cuves de stockage d'hydrocarbures, longtemps entourées d'une immense friche industrielle. Mais depuis quelques années, ces terrains ont été équipés de panneaux solaires sur près de 20 hectares. Cela permet l'économie d'environ 1000 tonnes de CO2 par an. Voici une photo aérienne de 1965. On voit l'estuaire au fond, une partie de la raffinerie à droite, et en partie centrale, on distingue quelques-uns des restes des bâtiments qui avaient survécu. 2 ans plus tard, ils disparaîtront, et aujourd'hui, à ma connaissance, il ne reste plus rien en élévation de ces bâtiments du lazaret.
Alors vous allez me dire, il n'y a rien à voir. Mais si, dépêchez-vous. Le coin est intéressant. Allez voir l'appontement de Trompeloup, actuellement utilisé par Airbus Industries. Vous verrez, encore pour quelques mois, le déchargement des pièces de l'Airbus A380 en provenance de Séville, de Hambourg ou de Saint-Nazaire. Vous savez que la fabrication de la 380 va être arrêtée et nous n'aurons plus à Pauillac le passage de ces 4 rouliers. Et nous n'aurons plus non plus, à Bordeaux, le lent passage de la barge sur la Garonne et sous le pont de pierre. Mais consolez-vous, vous connaissez Blanquefort et le port de Gratte-Quina. On devrait avoir bientôt à Gratte-Quina un nouvel appontement qui recevra les éléments d'Ariane 6, la fusée européenne. Comme pour la 380, un bateau cargo spécifique sera construit pour transporter les diverses pièces de la fusée. Ce bateau futuriste est conçu pour minimiser la consommation d'énergie. Il a une forme carénée. Il sera en partie poussé par le vent grâce à ses hauts mâts blancs équipés de turbines. Il passera charger les éléments en Espagne, en Allemagne, à Saint-Nazaire, puis ici, dans l'estuaire, à Blanquefort, où il recevra les pièces construites à Saint-Médard-en-Jalles et au Haillan, avant de rejoindre la Guyane, où se trouve le centre de lancement de Kourou. Depuis 2014, il n'y a plus d'îlot autour du phare de Trompeloup. Mais le bel ouvrage en maçonnerie subsiste dans le lit du fleuve, même s'il a perdu son optique et son rôle de phare lumineux. Le phare de Patiras, que vous devinez à l'arrière-plan, est éteint lui aussi, depuis 1971. Il est bien reconnaissable avec sa section carrée et ses angles à chaînage. Et dans les crins de verdure de l'île, il constitue un belvédère unique au milieu de l'estuaire. Et à proximité de cette île de Patiras, entre l'appontement de Trompeloup et le port de plaisance de Pauillac, vous verrez peut-être, dans quelques années, un nouvel appontement géant qui recevra les plus grands paquebots. Les passagers n'auront plus que quelques kilomètres à faire sur le plancher des Vaches pour visiter les fameux châteaux du Médoc et goûter ainsi les vins les plus prestigieux du monde. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je souhaite à chacun de vous une paisible quarantaine dans notre belle région de Bordeaux.